Bienvenue sur cette deuxième partie de notre entretien avec Rodolphe Carte. Et cette fois, on va aller au fond du sujet, au fond de ta pensée. Oui. Et on va discuter notamment de tes différents livres. Alors, je pense que celui qui s'est le plus vendu, c'est Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires, les éditions La Nouvelle Librairie. Et tes deux plus récents livres, donc La menace néoconservatrice et Faire Légion. Exactement. Et donc, en fait, si j'ai décidé de t'inviter comme tout premier invité, comme crash test, c'est parce qu'on a une particularité, toi et moi, quelque chose qui nous rassemble, c'est qu'on se définit aujourd'hui tous les deux comme nationalistes. Exactement. Et c'est de ça dont j'ai envie de discuter. Le nationalisme, c'est une idéologie qui a eu ses heures de gloire à la fin du 19e et au début du 20e, qui ensuite a été vu comme assez désuet. Il y a eu beaucoup de petites phrases assez assassines sur le nationalisme. Même de manière péjorative, il faut le dire. Non, mais Ouais. très, très péjoratif, effectivement. L'opposition patriotisme-nationalisme a Qui est été une fausse opposition. une fausse mais bon. opposition, on en reviendra, qui a toujours été à l'avantage du premier. Bien évidemment. La petite phrase de Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre. Bref, quand on se dit nationaliste aujourd'hui d'un premier abord et surtout auprès du grand public, on est vu comme des sortes de barbares qui veulent aller massacrer des Allemands. Oui. Aujourd'hui on en est en fait assez loin. Alors, pourquoi ressusciter ? Pourquoi est-ce qu'on veut ressusciter le mot de nationaliste aujourd'hui ? Pourquoi il est capital ? Et pourquoi tu te définis comme nationaliste ? Peut-être juste une première digression. Ça commence bien. Ce qui est intéressant, c'est quand même que ce mot de nationalisme, on l'autorise pour le nationalisme, par exemple, ukrainien, israélien ou même d'autres nationalismes. C'est quelque chose qui est promu, même défendu dans les médias de grand chemin, comme on dit. Mais par contre, c'est oui, effectivement, comme tu l'as bien mentionné, c'est quelque chose qui est tout de suite montré du doigt, anathémisé quand on en parle, notamment du nationalisme français. Et donc, ce troisième livre, Faire Légion, il est en continuité avec mes deux premiers livres. Le premier livre, c'était sur Georges Sorel, qui était une figure assez iconoclaste et assez intéressante du 19e siècle, parce qu'elle brassait à la fois la dimension socialiste, mais aussi la dimension nationaliste, même si c'était absolument pas un nationaliste revendiqué. Le deuxième livre que tu as eu la gentillesse aussi de présenter, c'est un livre qui a créé une petite polémique, parce que c'est quand même, deux camps. Mais on reviendra sur cette opposition, c'est très important. Au sein du même camp national, soi-disant national, et on a vu que sur nombre de sujets, sur des sujets, disons, philosophiques, comme le libre-échangisme, le socialisme, le libéralisme, des fois des sujets un peu plus sérieux, au moment de la réforme des retraites, aussi de la révolte des paysans, ou même la question de l'Union européenne, et des fois aussi sur des questions de géopolitique, on a vu qu'il y avait des divergences. Et moi, donc, j'arrive avec ce livre, Faire Légion, où j'essaye de faire une synthèse. Parce que, comme tu l'as très bien dit, moi je me présente avant tout comme un nationaliste, mais qui prend en considération à la fois la dimension souverainiste et à la fois la dimension identitaire. C'est même la base, effectivement, du nationalisme. Exactement. Et même, par exemple, prenons la stratégie militaire. La stratégie militaire, le leitmotiv de la stratégie militaire, c'est celle de se maintenir. Mais de se maintenir comment ? En tant qu'entité historique sur son territoire, mais aussi en tant que puissance indépendante. Oui. Et même, très naturellement, la stratégie militaire va, s'appuyer sur les deux pieds qui sont l'identité et la souveraineté. C'est la question du même et de l'autre. Donc là, on est plutôt dans la question identitaire, parce qu'il faut aussi savoir qui on est pour pouvoir se défendre. Et là-dessus, il y a... Mais même sans aller dans la logique de défense ou quoi, tout simplement pour qu'un autre existe, il faut qu'il y ait un nous. Donc, exactement. Il faut savoir s'identifier, et sinon, quand on a tous ces grands discours sur le partage, la connaissance de l'autre, l'ouverture au monde, s'ouvrir et derrière ne proposer que le vide, c'est-à-dire apprends-moi ta culture, mais moi je ne t'apprendrai rien puisque je n'ai rien, c'est une impasse. Si on veut vraiment découvrir les autres cultures, si on veut vraiment les apprécier, il faut à un moment savoir ce qu'on est et nous défendre en tant que tel. Et justement, il y a un livre, à mon avis, assez intéressant qu'on ne lit pas assez, c'est Qui sommes-nous de Samuel Huntington. Ouais, tout le monde lit le premier. Samuel Huntington, tout le monde lit Le choc des civilisations. Mais Qui sommes-nous est plus intéressant. Mais Qui sommes-nous est plus intéressant parce que, je sais pas s'il est plus intéressant, mais en tout cas, il pose la question que justement, quid de la nation américaine à partir du moment où la nation, le peuple WASP, sur lequel s'est construit véritablement la nation. Protestante. Exactement. À partir du moment où il va être remplacé démographiquement par les latino-américains dans la situation américaine. Donc c'est une question intéressante. Et l'autre versant de la stratégie militaire, c'est la question de l'ami et de l'ennemi. Là, on est dans les thèses plutôt de Carl Schmitt, Julien Freund. Et à mon avis, vous voyez que, naturellement, la question de la stratégie militaire se pose comme ça sur les deux piliers. Et par exemple, prenons un exemple plus prosaïque. Quand on parle du fameux couple franco-allemand, évidemment qu'on a des parentés
Des amitiés de peuples historiques, même si on a pu rentrer en opposition, voire en guerre, régulièrement. Bien évidemment, il ne faut pas les négliger. Donc il y a des parentés, on a sûrement un destin historique sur certains points qu'on aura à partager, des accords, mais par contre on le voit que dans le domaine stratégique, par exemple il y a des achats de F-35 au détriment des Rafales. On le voit aussi avec les travaux, à mon avis, capitaux de l'école de guerre économique, et qui avait montré que justement il y avait une fondation allemande, Helmut Brohl il me semble, qui justement donnait des fonds dans des associations françaises, et même qui avaient des liens avec des partis ELV pour ne pas les citer, où ils jouaient contre le nucléaire français, qui a à mon avis un atout stratégique qu'on doit absolument défendre en tant que nationaliste. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on s'en rend compte de cet atout, voilà. Et on voit l'erreur qu'ont fait les Allemands et que les écologistes veulent nous mener droit dedans. Alors, quand même, on va essayer vraiment de définir le nationalisme, je pense, dans un premier temps, pour ensuite voir comment est-ce qu'on peut le refonder, le réactualiser, parce qu'il s'agit de le réactualiser. Nous sommes, nous inscrivons dans une continuité, mais il y a un présent, il faut composer avec ce présent. Il y a un principe de réalisme. Alors, concrètement, qu'est-ce que le nationalisme ? Je vais peut-être m'essayer à une définition, et puis ensuite tu me diras ce que tu en penses. Je pense que le nationalisme, avant tout, c'est une conscience que l'on s'inscrit dans une continuité, dans un peuple historique, et une volonté de poursuivre dans cette continuité. Et le nationaliste, pour s'inscrire dans cette continuité et la poursuivre, il cherche avant tout à défendre les intérêts de la nation. Et donc le nationalisme, pour moi, c'est tout simplement ça. C'est dans les décisions politiques, où va l'intérêt national, toujours et où il va, faire prévaloir. j'irai en premier. Bon, c'est une définition somme toute générique que je pourrais tout à fait reprendre. Je vais reprendre celle que j'ai essayé d'élaborer à travers le mythe légionnaire dans mon dernier livre. Je souscris totalement à ta définition, mais disons qu'elle est plutôt générique. Parce que c'est une définition qu'on pourrait prendre pour la nation française, comme pour la nation espagnole, italienne. Oui, mais c'est une définition générale du nationalisme. Et donc, concernant le nationalisme français, moi je l'ai pensé, le mythe légionnaire, sur 3 points. Le maintien d'un peuple historique, d'un peuple majoritaire historique, l'idée qui est consubstantielle justement à cette conscience, et l'idée de territoire. Alors déjà, prenons la question du peuple. La question du peuple, aujourd'hui, il faut le reconnaître, la France est un peuple d'origine, on va dire, indo-européenne, qui partage comme ça une origine commune avec d'autres peuples européens. C'est les fameux brassages, tu sais, des populations qui sont venues il y a à peu près 45 000 ans. Ensuite, on a eu le brassage avec des populations venues plutôt d'Anatolie, qui vont entrer en rupture avec le nomadisme pour véritablement se sédentariser. C'est là, on va dire, la période néolithique de moins 10 000 à moins 2000. Et ensuite, on a eu des conquérants qui sont venus de mer du Nord, du Caucase. Et donc, on voit que justement, il y a une parenté entre les peuples européens. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Et on le voit notamment à travers, par exemple, les travaux tout récents de paléogénétique. On le voit à travers aussi les comparaisons linguistiques avec cette langue mère indo-européenne qu'on essaie toujours un peu de déterminer. Et on le voit aussi avec les travaux, par exemple, de Georges Dumézil, qui a montré que les sociétés européennes s'étaient constituées sur la fameuse tripartition, les oratores, bellatores et laboratores. Et donc, il y a des travaux qui sont, à mon avis, assez intéressants de Dupaquier, qui était un historien et un démographe, qui a montré que le peuple français, jusqu'au milieu, on va dire, du 1850. Voilà, exactement. Mais même parce que c'est même un peu après, je vais revenir là-dessus justement. C'est construit sur un creuset, on va dire, ethnique plutôt homogène. Bien sûr. Oui. Et là-dessus, même des historiens de la Troisième République, qui était plutôt à tendance universaliste, ou en tout cas vraiment de cette école de la Troisième République, reconnaissait qu'il y avait un creuset comme ça homogène qui s'était maintenu. En fait, pour dire les choses, même si c'est un peu ringard, on a essayé de le ringardiser. Un creuset gaulois, tout simplement. Voilà, exactement. Quand on parle des invasions romaines, ça a été en fait une minorité qui ont imposé une langue, une administration, un droit, ce qui a ensuite construit la France, l'État français. Quand ensuite on parle des invasions franques, pareil, ça resté 4 à 5%. Et à partir de l'invasion franque, on va dire que globalement, la masse génétique française n'a pas énormément évolué jusqu'au 19e siècle. Et même, c'est intéressant que tu soulèves ce côté gaulois, que je revendique aussi, c'est que même au sein des historiens, les historiens royalistes et les historiens, par exemple, plutôt républicains, sont opposés pour donner cette origine. C'est la fameuse phrase de Sieyès, renvoyer les nobles en forêt de Franconie, justement parce qu'ils faisaient cette
partition entre les Gallo-Romains et les Francs. Mais après, ça, on va dire... Pour le coup, il y a eu un vrai mélange total. C'est des querelles idéologiques à l'époque, parce que la Troisième République cherchait à avoir une légitimité, justement. Ouais. Elle devait refonder sa légitimité contre l'ancienne France, en partie catholique et royale. Et donc, on voit par contre que à partir de la milieu du 19e siècle, là, par contre, on commence à connaître les premières vagues d'immigration. D'abord les Belges. Massives. Alors, bien évidemment, c'est aussi les Italiens, oui, les Belges. Italiens, puis à partir du 20e, Espagnols, Portugais. Après, là aussi, il faut mentionner qu'il y a les travaux de Pierre Milza qui sont, à mon avis, fondamentaux là-dessus. Il a montré et qui remet un peu en question, justement, la logique qu'il y aurait une hiérarchie générale dans les immigrations. C'est-à-dire que même un peuple très frère, très proche, qui est le peuple italien, donc il y a un tiers des immigrés italiens qui sont partis. De 1870 à 1940, on a 3,5 millions d'Italiens qui vont venir en France. Seul 1,4 million va rester. Donc ça nous donne des chiffres. Comme tu l'as mentionné, ensuite on a la saignée de la Première Guerre mondiale. Donc là, les Polonais vont rentrer. Donc on est toujours quand même dans une immigration, on va dire, ethnico-culturelle plutôt cohérente. Occidentale, quoi. Occidentale, européenne en tout cas. Ensuite, on a par contre une bascule après la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que tout récemment, Retailleau, dans un entretien, je ne sais plus si c'était pour LCI ou pour le CNews, a mentionné le décret de 1976 sur le recoupement familial. Exactement. Et apparemment, Valéry Giscard d'Estaing, sur son lit de mort, aurait regretté, aurait dit que c'était son plus grand regret, justement, c'était ce décret comme ça de 1976. Bon, peut-être. Mais en tout cas, on voit que là aussi, il faut, comme tu l'as mentionné, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a une immigration plutôt ibérique aussi, les Espagnols, les Portugais, et une immigration aussi maghrébine. Donc là, extra-européenne. Et ce qu'on remarque à partir du recoupement familial, parce que là, ça va se recouper au changement, comment dire, d'identité économique de la France aussi. À mon avis, c'est fondamental à analyser. De consommation. Il y a besoin de nouveaux consommateurs. Voilà, exactement. C'est qu'à l'époque, on avait une immigration avant ces grandes... ce flux travail temporaire qui retournait au pays, intra-européenne. Et à partir, on va dire, des années 70-80, là, on a une immigration qui a vocation à rester sur place, une immigration de peuplement et aussi de consommation, comme tu l'as très bien dit, et une population qui est extra-européenne. Donc on voit que même au sein de l'immigration, il y a un changement de nature. Et donc c'est un mensonge quand on nous vend que la France, c'est une terre d'immigration. Jusqu'au 19e siècle, ça ne l'était pas. Exactement. Et après, chacun peut considérer quand commence la France à entendre certains idéologues. Et si on a des Parisiens parmi nos auditeurs et nos téléspectateurs, eh ben, ils se souviendront qu'il y a un an environ, sur les murs du métro, on avait des campagnes de promotion du musée de l'immigration où ils nous montraient des anciennes princesses, les Médicis, où ils nous disaient oui, la mère de Louis XIV était une espagnole, parce qu'ils nous essayent de faire justement cette équivalence, alors qu'elle n'a absolument rien à voir sur son origine, sur les flux et sur le stock. Donc voilà, c'est un aspect qu'il faut, à mon avis, toujours remettre. Et ça, c'est un combat qu'on a à mener, parce qu'aujourd'hui, on le voit que c'est un mot qui est porté notamment par Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, je travaille actuellement sur lui pour un futur livre, et lui, son concept de Nouvelle France, qu'il essaye de synthétiser avec la notion, bien évidemment, de créolisation, pour lui, le mythe fondateur, comme ça, de sa créolisation, de sa Nouvelle France, c'est le fait que la France ait toujours été une terre d'immigration. Et donc que c'est une continuité. Exactement. Finalement, lui aussi s'inscrit dans une continuité. Évidemment. Continuité, voilà. Très bien, effectivement. Mais donc, il y a donc dans ce nationalisme, qu'on a défini rapidement, une continuité d'un peuple historique et une volonté de continuer ce peuple historique, une inscription. Il y a un conflit, on va dire, qui s'est créé dans des gens qui peuvent défendre la même chose, c'est-à-dire au moins une limite drastique à l'immigration, car on comprend qu'il y a des questions de sécurité qui se posent, des questions économiques qui se posent, et des questions culturelles, avant tout, qui se posent vis-à-vis de cette immigration de masse. C'est la question identitaire. C'est la question identitaire. Bien évidemment. Eh bien, il y a une sorte de fausse division, enfin nous on pense que c'est une tout à fait fausse division qui s'est créée entre ce qu'on appelle les identitaires et les souverainistes. Alors, je sais pas toi, mais si je le sais, on se définit tous les deux comme souverainistes. Bien sûr, c'est une partie de mon corps doctrinal. On considère que si on veut défendre la France, et avant tout la France, il faut que la France puisse être indépendante et libre de ses propres décisions. Et pour nous, ça va avec le nationalisme, évidemment. Et d'un autre côté, est-ce que ça nous empêche de voir qu'il y a un problème, pas seulement d'institution, mais aussi de peuple, un problème d'immigration massive? Non, ça ne nous empêche pas. Et pourtant, dans certaines sphères Internet,
il y a une petite idée qui court, qui reprend en fait un tweet d'un personnage politique qui dit les identitaires, eux, ils sont contre l'immigration, tandis que les souverainistes, eux, s'en fichent, ils s'intéressent seulement aux institutions. Alors évidemment, nous, on est en désaccord total, et c'est pour ça en fait que tu as pondu ce livre, Réponse aux identitaires, pour discuter de cette question. Qu'est-ce que tu en penses et quelle est l'actualité de cette question? Comme je te l'ai dit, quand j'ai essayé de développer cette idée de mythe légionnaire, il y avait 3 piliers. Le premier, ça a été donc l'idée de peuple. La deuxième, c'est l'idée, d'idée consubstantielle. Alors cette idée consubstantielle, la nation française, l'idée de nation française, ou en tout cas, on va dire, les institutions qui vont forger plus tard la nation française, elles prennent véritablement forme au moment de la dynastie capétienne. Avant, il y a des roitelets, alors bien évidemment, il ne faut absolument pas négliger de l'héritage des Mérovingiens ou des Carolingiens. C'est une construction. Moi, j'avais un ami qui disait souvent, de manière un petit peu drôle, qu'à partir des Mérovingiens, la France était conçue, mais qu'ensuite elle était encore dans le ventre de sa mère et qu'il fallait encore se développer et qu'elle est née réellement à partir du 10e, 11e siècle. Voilà, c'est les Capétiens qui vont mettre en marche, on va dire, l'idée comme ça de nation française. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la nation capétienne, elle va se former contre 2 ennemis. Contre l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, et contre l'Église aussi. Exact. C'est la tradition gallicane. Ce qui n'empêche pas de dire que la France est catholique, mais c'est une France catholique intellectuelle. C'est la fille aînée de l'Église, mais par contre, il faut mais avec une indépendance certaine. Il faut quand même aussi rappeler voilà, exactement, c'est la gifle. Et puis aussi, du 10e siècle au 18e siècle, on a 16 rois qui vont être excommuniés. La fille aînée de l'Église a le record des rois excommuniés. Donc là, on a, à mon avis, l'idée, parce que au moment du 19e siècle, chaque nation européenne va se constituer autour d'un point central. L'Allemagne va se constituer autour de la notion de germanité. Je dirais que là, justement, une grosse différence, c'est que la France s'est constituée bien avant les autres nations. Et ce qui fait que d'ailleurs, certains sursauts désagréables qu'ont connus l'Italie ou l'Allemagne, particulièrement au XXe siècle, n'ont pas été possibles en France parce qu'on était certains de notre identité. Souvent, on dit que la France était tellement diverse avant la Révolution qu'il n'y avait pas réellement de nation française, que tout était lié au sein des rois. Moi, j'irais quand même contester un petit peu cette idée à partir du XVIe siècle. Machiavel, quand il écrit Son Prince, il dit que l'Italie n'est pas facile à gouverner parce qu'elle n'est pas aussi homogène que la France. Et donc, on entend certains discours qui disent voilà, il y a plusieurs strates d'identité et la France n'en est qu'un parmi tant d'autres. En réalité, la France est largement différente de ses voisins de ce côté-là et a une unicité qui est très importante. Là où l'Allemagne a dû se chercher cette unicité. Oui, elle l'a trouvé dans le fait de la germanité, dans le fait du retour au peuple comme ça. Après, on a la tradition anglaise qui a été facilitée par le fait que ce soit une île. Et pourtant, ils ont quand même réussi à se diviser en plusieurs nations. Voilà. On a aussi la nation, comme on l'a évoqué auparavant, états-unienne, qui est plutôt sur la notion de peuple élu, nation WASP. Qui est assez particulière du fait de cette colonisation. Voilà. Et nous, on a un peu un mélange de tout ça, parce qu'il y a évidemment la dimension du peuple, ethno-culturel, mais aussi, comme je te l'ai dit, il y a vraiment cette notion d'indépendance, de souveraineté sur son territoire. Et même, il y a une opposition, c'est pas véritablement une opposition, mais dans la langue allemande, il y a le Volksgeist, c'est l'idée d'un peuple ou l'esprit d'un peuple, et le Zeitgeist, c'est l'esprit, d'une époque. Et par contre, on a toute une continuité au sein des générations françaises. C'est que chaque génération a l'esprit de son époque, avec l'avancement technologique, au moment des Lumières, Renaissance. Mais par contre, l'esprit du peuple, c'était qu'on conservait quand même cette indépendance. C'est le fondement du nationalisme. Quand je dis ça s'inscrire dans une continuité, c'est avoir conscience d'un héritage, et que cet héritage, on a le devoir en tant que Français de le transmettre enrichi et jamais amoindri. J'aimerais parler quand même très rapidement d'un auteur qui nous tient à cœur tous les deux, qui est Maurice Barrès évidemment. Et Maurice Barrès, il a eu une trajectoire, je trouve, très intéressante, et que beaucoup de gens trouvent très intéressante, je ne suis pas très original là-dessus, c'est que avant d'être nationaliste, et c'est lui qui a vraiment amené le mot nationalisme dans le débat public, avec un article, il était dans une introspection personnelle de ce qui le définissait, c'est le culte du moi. Et suite à cette longue introspection, qui a pu être un petit peu dénoncée comme une forme de dandisme, suite à cette longue introspection, il s'est rendu compte que ce qui le définissait réellement en tant qu'individu, c'était avant tout un milieu, un peuple et une culture, et une racine. Et que l'individu est sublimé par ce qui lui rassemble,
parce qu'il rassemble avec ses frères, et pas parce qu'il le différencie. Moi, j'ai une image que je donne souvent à des gens qui comprennent pas trop ma démarche nationaliste, qui pensent que je veux absolument homogénéiser tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Je lui donne l'image du désert. Alors, je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est une image que j'aime bien, où dans un désert, il y a des milliards de grains de sable. Ces grains de sable, c'est comme les humains, c'est comme chacun d'entre nous. Et chaque grain de sable a une forme un petit peu particulière. Mais aux yeux du promeneur qui se balade dans ce désert, il ne pourra pas regarder la particularité de ce grain de sable. C'est flocons de neige aussi. C'est impossible, oui, c'est impossible. En revanche, il pourra regarder la forme des dunes. Et ce qui définira vraiment la beauté de ce désert, c'est la forme des dunes. Et ces dunes, ce sont les nations, qui sont composées de plein de grains de sable, mais qui sont belles et qui sont grandes avant tout parce qu'ils sont rassemblés. Oui. Voilà. Et je pense que c'est ça le nationalisme. C'est vraiment comprendre que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous différencie, sans pour autant nier cette capacité de l'individu à se différencier. Et donc le troisième point du mythe légionnaire, c'est la notion de territoire. C'est un peu la synthèse des deux premières, de la question de la liberté et d'un peuple sur un territoire. Et là, c'est cette tradition de lutte contre les roitelets, justement, au moment des Capétiens, parce que le pouvoir des Capétiens s'est fait au détriment des seigneurs féodaux qui contrôlaient notamment d'autres territoires de la France. C'est la troisième menace, la menace intérieure. Mais aussi contre les étrangers, comme on l'a mentionné. On a vu les deux premières menaces, et il y a une troisième menace qui est la menace de la division. Mais quelque part, c'est un fil aussi conducteur qu'on retrouve, c'est l'affrontement au champ catalonique. 451. Exactement, avec la fameuse patronne de Paris, je sais plus, Sainte-Geneviève, voilà, merci. On le retrouve aussi avec Jeanne d'Arc, avec les forteresses Vauban. Et aujourd'hui, par exemple, c'est un mythe, bien évidemment, là, qui est relié plutôt aux guerriers, parce que c'est des invasions militaires. Mais à mon avis, on peut aussi les décorréler et les mettre dans la protection du patrimoine industriel, du patrimoine écologique. Donc tu vois, là aussi, c'est une transposition qui est intéressante. Donc voilà, pour colorer un peu, ou en tout cas décrire cette notion ou cette approche du nationalisme que je la fonderai sur ces trois éléments. Donc le maintien d'un peuple historique majoritaire, ce qui n'empêche pas qu'on ait des dimensions, ou en tout cas des parts du peuple qui soient extra-européenne ou pas forcément de souche européenne, mais par contre il faut absolument maintenir ce peuple homogène, à mon avis, et groupe majoritaire, exactement. La notion d'idée, de liberté, de souveraineté, vraiment d'avoir une pensée comme ça, où on essaye à chaque fois, pas forcément d'avoir une autonomie ou une séparation nette où on n'a aucun échange avec l'extérieur. Mais une capacité à décider pour nous-mêmes. Voilà. Et ça vaut d'un point de vue purement institutionnel par les lois. Donc c'est évidemment, on conteste le rôle de l'Union européenne d'imposer des visions à la France, des visions politiques et économiques. C'est aussi, outre la question purement institutionnelle, c'est avoir les capacités matérielles de déterminer notre futur. Voilà. On ne peut pas être souverain et on ne peut pas être réellement indépendant si on est incapable de prendre des décisions parce qu'on n'a pas les moyens de ces décisions. Oui, justement. Et ça nous met quelque part, c'est pour ça que le souverainisme m'intéresse toujours, parce que c'est une politique réaliste. Le souverainisme est au cœur du nationalisme. Voilà, exactement. Et donc ça nous met en plein de pied dans ces questions. Et par exemple, quand certains identitaires nous reprochent notre angle mort sur l'identité... Angle mort qui est inexistant. Je pense. Mais tu vois, par exemple, on l'a vu en 2020, au moment des tensions entre la Grèce et la Turquie. Le seul pays qui s'est porté en protection, c'était la France. Alors déjà parce qu'on a encore les capacités militaires. Mais dans le concert des nations, l'Europe n'existe pas. Oui, mais par exemple, la grande absente, c'était l'Allemagne. Parce que aujourd'hui, le poids de la diaspora turque en Allemagne joue justement sur sa stratégie géopolitique. Alors, l'immigration est une arme géopolitique. Oui, aussi. Et bien évidemment. Avec l'Algérie, les pays du Maghreb jouent sur leur diaspora en France. Oui. On a même d'autres diasporas qui vont jouer plutôt sur des angles, économiques, médiatiques, là où ils ont une forte présence. Donc là-dessus, il faut absolument pas le dénier. Donc c'est pour ça, là on voit directement le lien entre souveraineté, position géopolitique et politique intérieure avec la question identitaire. Et même pour prendre un exemple encore plus récent, on a eu les soulèvements cet été en Angleterre, et il y a un analyste, Emmanuel Todd, qui est franco-britannique en plus, il me semble, mais en tout cas qui connaît très bien la société anglaise parce qu'il a fait ses études à Oxford ou à Cambridge, et son fils David Todd est aussi lui-même franco-britannique, parce que David Todd, je l'ai suivi pour ses travaux sur le protectionnisme qui sont très intéressants. Et justement, Emmanuel Todd montrait que on peut aussi... analyser cette révolte, en tout cas la répression qu'a connue la working class anglaise au moment des révoltes qu'on a connues cet été, avec une alliance entre la bourgeoisie blanche citadine
et justement une partie des milices islamistes, c'est les fameux chefs de police qui font des appels au calme depuis les mosquées, en commençant par Salam alaikum. Un rond de barbu derrière. Avec, des dignitaires tribaux qui contrôlaient comme ça. Donc, et donc là, on voyait cette alliance justement entre une partie blanche, bourgeoise et urbaine, avec ces milices, on va dire islamistes ou primo-arrivants, contre le peuple autochtone. Donc là, on voit encore que les questions identitaires et les questions de souveraineté sont directement liées. Un dernier point que je voulais évoquer pour conclure cette petite partie, c'est la question de réactualiser le nationalisme. On est dans une époque différente du 19e siècle et du 20e siècle. On n'a pas besoin d'un certain bellicisme notamment. Et on a aussi une question de succession et d'héritage. Je dirais que la grosse différence qu'on a avec le 19e siècle aujourd'hui, c'est qu'il était en fait assez facile de s'inscrire dans une continuité quand nos pères pouvaient encore nous l'enseigner. Mais ce que tu décris très bien dans ton livre, donc Faire Légion, c'est que la particularité qu'on a, c'est que nous ont précédé des générations défaillantes qui ont cessé de croire en la France. Le premier d'entre eux, c'était Giscard d'Estaing, Bien sûr. qui a cessé de croire en la France. Et tous les présidents qui se sont succédés depuis ne croyaient plus en l'avenir de la France. Et ces générations défaillantes nous ont laissé des ruines économiques, des ruines financières, et des ruines de peuplement et de culture, avec un déracinement fort. Je pense qu'il y a des menaces certaines sur notre identité, que sont l'immigration, que sont l'américanisme aussi, qu'il faut vraiment pointer du doigt. Et toutes ces questions, aujourd'hui, ne se posaient pas au 19e siècle. Et donc, comment réactualiser le nationalisme aujourd'hui ? Comment réenraciner un peuple qui, manifestement, sauf pour ceux qui en ont la chance, est déraciné ? C'est aussi, un procès qu'on me fait en réutilisant notamment ce mot de nationalisme en disant l'histoire ne repasse pas les plats, t'es en train de nous rebâcher un discours qu'on a connu au 19e siècle et maintenant on est passé à autre chose. Ce qui n'est pas forcément faux sur certains points. Mais là, je vais citer un texte que j'ai découvert et que je trouve vraiment capital là-dessus pour comprendre aussi ce renversement. C'est que je pense pertinemment que le nationalisme du 21e siècle se construit en miroir inversé avec le 19e siècle. Et donc, il y a un passage qui m'a vraiment... ça a été une révélation, c'est un passage d'André Siegfried. André Siegfried, c'est un grand sociologue qui a un peu réactualisé Jérôme Fourquet récemment. Oui, parce que c'était il a dédié ses derniers livres exactement. à André Siegfried. C'est un sociologue qui était plutôt... qui a fait des travaux notamment sur, la sociologie électorale. Oui. Et donc, notamment entre les villages républicains, les terres, la position des terres. Tout à fait. Et il y a un passage dans un de ses livres qui s'appelle L'âme des peuples, qui est un livre de 1950, donc on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Et ce passage, à mon avis, il veut tout dire. Il explique qu'on est au 19e siècle, que c'est soi-disant le siècle de Bismarck, donc des nationalismes offensifs. Et il explique qu'à l'époque, l'homme blanc, c'est l'homme qui domine toutes les autres races. C'est le mot qu'il utilise, parce qu'à l'époque, sans aucune connotation. Il explique qu'il y a une république mercantile internationale, ce sont ses mots. Alors lui, à l'époque, il disait au 19e siècle que c'était l'Empire britannique. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est plutôt les États-Unis, justement. Très loin, oui. Et le deuxième point, donc il dit justement que l'homme blanc est partout maître chez lui, il est en domination. Et justement, même si on était dans des logiques plutôt impérialistes et nationalistes, on basculait petit à petit dans un système international et libéral. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'on est absolument inversé. Tout d'abord, aujourd'hui, on est au sein de l'Union européenne, qui se veut donc comme l'empire libéral et international, ou comme la chambre d'essai avant la globalisation. La chambre de la disparition des peuples. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on voit plutôt un retour là-dessus. Donc là, premier miroir inversé avec le 19e siècle. Deuxième point inversé, c'est sur cette République mercantile internationale. On voit aujourd'hui que l'Empire américain, il a tendance à être contesté, notamment sur le dollar. Alors moi, je suis absolument pas à l'unisson avec tous les déclinologues qui nous vendent tous les jours la fin des États-Unis et de l'Empire américain. Je pense que c'est une nation qui a énormément de ressources, qui fait preuve aussi d'une très très forte résilience. Donc il faut absolument pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peuple qui subit des sécessions internes, qui est en tout cas contesté dans son hégémonie. Donc là, deuxième renversement. La troisième renversement, c'est que devant cette aspiration à la fin du 19e siècle pour le libre-échange, l'internationalisme, aujourd'hui on voit plutôt une demande de frontières, de retour de frontières. Oui. C'est les fameuses thèses sur la démondialisation de Jacques Sapir par exemple, mais c'est même un retour ou une volonté de retour au localisme, des circuits courts. Oui. Donc là, troisième point... Qui peut se faire d'ailleurs sous la forme d'un certain écologisme. D'ailleurs. Aussi, bien évidemment, et c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger aussi dans le camp de droite, il faut aussi s'en emparer. Parce que nous, on n'a pas l'angle mort de la préservation aussi des peuples. Il y a aussi une dimension écologique de l'enracinement. La préservation de l'environnement. Aussi, voilà. Et le quatrième point,
c'est que la domination de l'homme blanc, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en chagrine ou non, ça bascule aussi. On voit que la parole de l'homme blanc, notamment sur les problèmes géopolitiques, elle est de plus en plus contestée. Faut dire qu'il n'y a pas une seule parole de l'homme blanc, et c'est bien heureux. Aussi, et on voit une contestation avec une Chine qui devient de plus en plus hégémonique, de plus en plus puissante. Et une Inde qui monte également. Une Inde aussi qui monte. Donc là, on voit qu'il y a une multipolarité qui apparaît, un Sud global qui commence à dire nous aussi maintenant on a quelque chose à dire. Alors il faut aussi ne pas fantasmer l'unité d'un Sud global. On voit il y a des guerres de nations, voilà. Chez eux aussi les nations reviennent. Évidemment, donc si on peut se montrer critique de l'Occident, comme je peux me le faire, il faut absolument pas me ranger non plus dans le rang des tiers-mondistes. Je suis absolument pas tiers-mondiste. Et bien que je sois un nationaliste, je sais ce que je suis un Français, mais je suis aussi un blanc et un occidental. Et pour moi, j'ai aucun scrupule à me le revendiquer et je défendrai si on m'attaque sur ce point, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut avoir cette profondeur de champ et je pense que grâce justement à ces renversements qu'on va connaître, le nationalisme, demain on peut le réactualiser et évidemment qu'il y aura des choses à prendre dans le 19e mais aussi à délaisser. Mais donc voilà, en fait, un peu la grande différence entre le 19e et le 21e siècle, c'est que le 19e siècle, c'était un monde nationaliste, comme d'ailleurs le monde l'a presque toujours été, puisque le nationalisme, c'est avant tout quelque chose de naturel, c'est le patriotisme au fond, c'est aimer ce que nous sommes. Un monde nationaliste qui devient international, et aujourd'hui, c'est un monde international qui redevient nationaliste. Et je finirai du coup sur cette note, et en racontant une petite histoire que je tiens de Fustel de Coulanges, qui raconte le mythe des Mégariens, donc cette cité grecque, qui serait allé voir l'oracle et qui lui demanderait quel est le meilleur système politique pour notre cité. Et l'oracle aurait répondu eh bien, il faut que vous mettiez en place un système où le plus grand nombre a raison et le plus grand nombre prend les décisions. Donc une démocratie. Et qu'ont fait les Mégariens? Ils ont inclus dans la démocratie la voix de leurs ancêtres et la voix des morts pour décider dans leur sens. Et de se naître aussi. Exact. Merci à vous et on se retrouve d'ici quelques temps pour la troisième partie de cette entretien.